Bonsoir, bienvenue dans le Social Club. Je vous souhaite une excellente année 2018 et le premier débat de l'année, c'est sur l'accroissement de la population mondiale. En effet, nous étions 2 milliards sur Terre au début du XXe siècle, 3 milliards en 1950, 6 milliards en l'an 2000, 7 milliards et demi aujourd'hui, dont 67 millions de Français. En 25 ans, la population mondiale a augmenté de 35%, ce qui fait 2 milliards de personnes et nous serons encore 1 milliard de plus d'ici 2030 pour atteindre, d'après l'ONU, 10 milliards en 2050. Alors faut-il s'en inquiéter? Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays ont signé récemment un manifeste plaidant pour une stabilisation de la population humaine. Y a-t-il une bombe démographique à l'horizon? On en débat avec Gérard François Dumont, géographe, économiste, démographe, professeur à la Sorbonne, directeur de la revue Population et Avenir. Vous êtes l'auteur de Population et Territoire en France en 2030 chez l'Harmattan, mais aussi de Géopolitique de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural avec Pierre Verluise aux Presses universitaires de France. Il y a une bombe démographique à l'horizon pour vous? Écoutez, c'est une vieille rengaine. Il est vrai que l'on nous ressort périodiquement. Je rappelle que dans les années 70, un auteur américain a publié un livre qu'il a titré La bombe P. Et il annonçait des malheurs absolument épouvantables qui allaient survenir pour l'humanité. Et bien finalement, non seulement il n'y a pas eu de malheur, mais la situation de l'humanité aujourd'hui est meilleure que dans les années 70. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Il y a encore de la sous-alimentation. Mais le pourcentage de population sous-alimentée a baissé de moitié depuis les années 1970, en dépit de l'augmentation du nombre d'habitants sur Terre, qui est liée essentiellement à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc un recul de la mortalité. Michel Garenne, vous êtes démographe, vous dirigez divers projets de recherche sur la population et la santé en Afrique, vous êtes professeur honoraire à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il y a une bombe démographique pour vous? Oui, je pense qu'il y en a une dans certaines régions du monde. C'est vrai que la population mondiale s'est stabilisée dans la plupart des continents, mais certainement pas en Afrique et certainement pas en Afrique subsaharienne. Et en particulier, il y a une douzaine de pays en Afrique subsaharienne dans lesquels la fécondité n'a pas commencé à diminuer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore la fameuse transition démographique. Dans ces pays-là, l'augmentation de population va être tout simplement extraordinaire et va dépasser toutes les limites que l'on connaît jusqu'à maintenant en termes de capacité de charge. L'exemple numéro 1 peut-être que l'on peut donner ici, c'est le Nigeria, qui avait la même population que la France en 1950, à peu près 42 millions d'habitants, et qui tend actuellement vers une population de 900 millions d'habitants à l'horizon 2100, sans qu'on ait la moindre idée de quand la fécondité va diminuer. Et donc il y a une douzaine de pays en Afrique, plus tous les autres dans lesquels la fécondité tarde à diminuer, mais a commencé à diminuer quand même. Mais il y a une douzaine de pays en Afrique dans lesquels la fécondité n'a pas commencé à diminuer et où la croissance démographique est de l'ordre de 35 à 40 pour 1000 par an, ce qui n'est pas soutenable. Jacques Le Sourne, vous êtes économiste, ancien directeur du Monde. Vous venez de publier Les chemins de l'avenir, une approche pragmatique chez Odile Jacob. Vous étiez venu dans le Social Club pour en parler à sa sortie. Et vous disiez dans ce livre d'ailleurs que vous étonniez qu'on parle si peu de la bombe démographique, entre guillemets. Il y en a une pour vous? D'abord, je crois comme vous, je suis comme mes prédécesseurs, je suis frappé par le fait que du point de vue de l'opinion publique, il y a des périodes où on se concentre sur l'évolution de la démographie. Et moi, j'ai connu aussi une période de ce genre. C'était les années 70, où on a beaucoup parlé. Oui, une période où il y avait une étude de Harvard qui prévoyait une population mondiale pouvant atteindre 30 milliards. Alors nous en sommes loin. Pas encore. Et ceci est vrai. Mais en même temps, il y a d'autres périodes où on s'intéresse très peu, ou bien l'on considère simplement que c'est un problème local. Certes, le Nigeria est un problème très important pour l'Afrique, mais le Nigeria nous intéresse aussi par ses conséquences, par l'exemple qu'il donne de l'évolution de la population mondiale. Et à cet égard, le terme bombe, personnellement, ne me convient pas complètement, parce qu'une bombe, c'est quelque chose où faire très vite, éviter que le détonateur déclenche la poudre. Et les problèmes de population mondiale ne sont pas tout à fait comme ça. Il y a d'abord personne qui peut décider qu'on va arrêter la population mondiale demain matin.
On a vu l'effort qu'a dû dépenser la Chine pour arriver à un ralentissement réel. Et on se demande d'ailleurs si c'est la Chine qui en est le responsable ou si ça s'est pas fait naturellement dans la population. On en reparlera. Peut-être pas complètement, parce que si ça s'est dépassé complètement, l'équilibre entre les filles et les garçons aurait peut-être été traité autrement qu'il a été traité par suite des injonctions gouvernementales. Et alors, ma quatrième invitée, c'est Marie-Ève Perru. Elle est responsable Île-de-France de l'association Démographie Responsable, qui s'inquiète sur son site internet que nous soyons 215 000 personnes de plus sur Terre chaque jour et prône une auto-limitation de la natalité. Pour vous, il y a une bombe démographique ? Oui, pour nous, il y a une énorme bombe démographique et il ne faut pas se baser uniquement sur effectivement le bien-être de la population, donc qui s'est beaucoup amélioré, mais il faut regarder à côté l'état de la planète. Et quand on regarde l'état de la planète, tous les indicateurs sont au rouge. Donc la déforestation, la pêche, les ressources en eau douce, les vertébrés qui disparaissent. Et donc c'est un paramètre qui a été oublié pour nous. Et pour nous, il aurait fallu s'occuper du problème depuis déjà plusieurs décennies. Et l'urgence absolue, c'est non seulement de stabiliser la population mondiale, mais de faire une décroissance maîtrisée jusqu'à trouver un équilibre pour que la planète soit reste renouvelable, enfin soutenable, en bon état, quoi. Alors c'est vrai que l'on s'inquiète, depuis que l'on s'inquiète du réchauffement climatique, on s'inquiète moins de la croissance démographique mondiale, peut-être parce qu'on s'en est beaucoup inquiété il y a une quarantaine d'années, vous le rappeliez, Gérard François Dumont, et que tout ce que l'on redoutait à l'époque, pour l'an 2000 notamment, la surpopulation, les famines, les émeutes, le cannibalisme ne s'est pas produit. On est arrivé à 6 milliards en 2000 et ça s'est bien passé, alors pourquoi pas 10 milliards en 2050? C'est ce que vous pensez aussi ? Non, en fait, la vérité, c'est que l'augmentation de la population du monde depuis un peu plus de 2 siècles est liée au progrès de l'humanité. Je rappelle qu'en 1800, l'espérance de vie était en moyenne de 30 ans. Et en 1800, on était 1 milliard à peu près. Et on était à peu près 1 milliard. Donc à partir du moment où on a réussi à faire reculer la mortalité, il faut bien comprendre que plus chacun d'entre nous vit longtemps, plus longtemps il reste locataire sur la Terre. Bon, maintenant, Madame a raison, il faut être de bons entretiens de la nature. Et à cet égard, on voit bien qu'il n'y a pas de réalité mondiale. De même que parler de 9 milliards d'habitants ou de 6 milliards d'habitants, ça n'a pas de sens. La réalité démographique, elle est locale. Singapour n'est pas peuplé comme la Finlande, par exemple. Et surtout, sur ces problèmes de risque de pollution, on voit bien que c'est lié aux politiques publiques. On le voit bien avec la Chine en ce moment, dont le gouvernement est obligé de réagir. Pourquoi le gouvernement chinois a totalement changé entre le protocole de Tokyo et la COP21 qui s'est passée à Paris? Pourquoi? Parce que les Chinois, effectivement, se sont rendus compte d'une augmentation de la pollution qui, dans certaines régions de la Chine, se traduit par une diminution de l'espérance de vie, voire par une augmentation des taux de mortalité infantile dans certaines régions extrêmement polluées. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement chinois s'est rendu compte qu'il devait prendre un certain nombre de mesures. De la même façon, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, la moyenne des émissions à gaz à effet de serre dans le monde n'a aucun sens. Parce que selon les pays, vous avez des émissions de gaz à effet de serre par habitant qui peuvent être extrêmement variables, même dans des pays qui ont le même système économique. On voit bien qu'en ce moment, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre sont beaucoup plus élevées par un Allemand que par un Français, parce qu'on n'a pas un système semblable. Donc la réalité, c'est qu'il faut agir localement pour effectivement avoir une qualité de vie meilleure pour l'ensemble des habitants. Donc si je vous comprends bien, c'est pas paradoxal qu'au même moment, on considère en France qu'on ne fait pas assez d'enfants et qu'en même temps, on puisse s'inquiéter qu'en Afrique, on en fasse trop. C'est d'ailleurs la difficulté. Jacques Le Saurne. Oui, la difficulté du problème du risque démographique pour la population mondiale est très intéressant à regarder parce qu'on voit déjà sur l'énergie, qui ne demande pas au fond de sacrifices considérables dans tel ou tel pays, qu'on n'arrive pas
a intéressé l'humanité. La meilleure preuve, c'est de voir ce qu'en pense le président des États-Unis, qui, comme tous les leaders de pays qui ne sont plus tout à fait leaders, ne veut pas tenir compte des phénomènes mondiaux. Or, sur la population, c'est encore pire, puisque c'est lié au choix des différentes familles sur leur descendance, et qu'on ne voit pas très bien qui déciderait, même au niveau d'un vote unanime de l'ONU, qu'il va y avoir une baisse de la natalité. Mais naturellement, la difficulté, c'est que les taux de natalité qu'on observe vont se traduire un jour en termes géopolitiques, en termes de puissance relative des différentes régions du monde. Et qu'on voit très bien, par exemple, qu'entre la Chine et l'Inde, la Chine est assez inquiète de ce que pourrait devenir l'Inde, dont la population croît évidemment maintenant beaucoup plus vite, puisqu'elle n'est pas véritablement contrôlée. Et la croissance de la population africaine va se traduire très probablement par des migrations massives de l'Afrique vers d'autres continents, et on voit très bien ce qui se passe pour les cultures. On voit très bien qu'en Europe, il y a des cultures de l'immigration tout à fait différentes. Les Polonais sont fous à l'idée que pourraient venir en Pologne des musulmans. Ils n'ont pas été tellement accueillants vis-à-vis des populations juives qui pourtant vivaient sur leur sol. On voit très bien que la Hongrie, que l'Autriche se ferment à l'idée de ce genre. Et l'Allemagne, qui a une position beaucoup plus complexe, a quand même, c'est l'attitude de la chancelière, a eu quand même des conséquences sur la naissance d'une extrême droite pour des raisons démographiques. Mais justement, Jacques Le Saulne, si les pays que vous citez ne veulent pas d'une immigration massive venant du continent africain au cours des prochaines décennies, ils ont intérêt à s'alarmer. Pour eux, il y a une bombe démographique, étant donné que... Non, il y a un problème démographique. J'aime pas trop le mot de bombe. Oublions le mot bombe. Parce que le bombe, il fait penser à une immédiateté telle que l'année prochaine, il faut que la population baisse. D'ici 2050, la population de l'Afrique va doubler pour atteindre 2,5 milliards de personnes, dont la moitié aura moins de 25 ans. Pendant le même laps de temps, la population de l'Europe va baisser, passant de 750 millions aujourd'hui à 700 millions en 2050. Non, mais tous ces chiffres que vous citez, vous avez raison de les citer, mais ce ne sont pas des prévisions. Ce sont simplement des projections. C'est-à-dire qu'on fait un calcul mathématique et en se disant à supposer qu'il y ait telle hypothèse de fécondité, de mortalité, de migration, on va arriver à tel résultat. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces résultats sont faux. Pourquoi sont-ils faux? Tout simplement parce que l'avenir n'est jamais la continuation exacte du présent. Et Jacques Le Saulne le sait très bien, lui qui est spécialiste de prospective, qu'il faut faire des travaux prospectifs, c'est-à-dire étudier les différentes hypothèses possibles. Dans le passé, de projections faites par les meilleurs démographes qui étaient sur des hypothèses qui ne se sont pas révélées, comme Bien entendu. Observer les baisses de fécondité, par exemple. Il n'y a que 9 mois avant 2050 que nous saurons exactement combien il y aura d'enfants en 2050. Non, mais oui, un peu plus que ça. Non, mais prenez des exemples passés. Par exemple, l'Afrique du Sud a beaucoup moins d'habitants que ce qu'on envisageait en 1980. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a eu la pandémie du sida qui a quand même été très coûteuse avec une baisse de l'espérance de vie. L'Afrique du Sud, son espérance de vie était à 62 ans et s'est abaissée à une période en dessous de 50 ans, ce qui est considérable. On continue d'en parler juste après une pause avec Michel Garenne notamment, qui est professeur à l'université de Johannesburg. Europe 1 Social Club. Circuit court sur Europe 1, un autre regard sur l'économie, un autre regard sur la société. Environnement, nouveaux modes de consommation, solidarité. Europe 1 s'engage.